mission, c'est vraiment de représenter et de promouvoir la profession des risk managers auprès des institutions européennes et des institutions internationales. Donc c'est pour ça que nous sommes basés à Bruxelles. Et c'est également de favoriser les échanges entre les différentes associations nationales de risk management et les risk managers européens eux-mêmes. On a aussi pour but de promouvoir la culture de la gestion des risques en Europe, et notamment avec une certification européenne du risk management. Merci Tiffaine, parfait. Alors pour commencer à planter notre décor, si j'ose dire, on a vu énormément de mouvements se présenter à nous dans le monde, en Europe en particulier et plus particulièrement aussi en France. Et tout ça, ça nous fait un paysage sociétal qu'on pourrait appeler une nouvelle donne RSE. Et pour ça, je vais demander à Xavier de bien vouloir nous en parler. Alors effectivement, c'est important, avant de parler de communication extra-financière, de voir un peu dans quel contexte, évidemment, ça s'opère. Et ce qui est vraiment caractéristique dans les 5 dernières années, et notamment dans les 2 dernières années, c'est l'évolution assez brutale, je dirais, des tendances sociétales. Donc je vais essayer de vous rappeler des choses que probablement vous connaissez, mais c'est important de commencer par ça, parce que ça drive en fait beaucoup, finalement, non pas la communication extra-financière, mais l'extra-financier tout court. C'est-à-dire les actions, tout ce qui est mené en matière d'impact positif, d'impact en tout cas, on espère positif, parce que s'il n'y a pas de reporting, s'il n'y a rien à reporter, vous m'entendrez dire ça souvent, pour moi, ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a à reporter. Après, il y a les réglementeurs, tout le monde s'organise pour organiser le reporting. Mais il ne faut jamais oublier ce qu'on doit reporter, donc la matière. Alors, vous le savez, on est dans un contexte sociétal que j'appelle hypersensible. Et encore, je vous ai épargné le slide sur le Covid, hein, parce que toutes les présentations maintenant commencent par ça. Mais rappelez-vous quand même, juste avant le Covid, il y avait déjà un contexte extrêmement sensible. Alors, tout le monde se rappelle évidemment du contexte social des Gilets jaunes. Vous le savez très bien, quand la crise va se terminer, bon, il y a les élections, mais après, ça peut repartir sur une étincelle. Et on n'a pas fini avec des éventuelles autres crises sociales qui pourraient avoir aussi de l'ampleur identique, voire supérieure. Les 2 suivantes, je les ai volontairement réservées au climat. Donc la préoccupation sur le climat est devenue, alors ça dépend des enquêtes, hein, mais là j'ai pris une enquête quand même récente qui était dans Challenge à la rentrée de septembre, qui disait que le climat était devenu la première préoccupation des Français. Alors on ferait l'étude aujourd'hui, on dirait c'est le pouvoir d'achat. Mais nous, alors, avant de faire de la RSE, je faisais du marketing, donc je suivais toutes ces tendances-là. Et la préoccupation climat n'a cessé de grimper et avec une pente accélérée, enfin une pente forte ces dernières années. Donc, une des manifestations de ça, c'est l'activité des jeunes, l'activisme, je dirais, des jeunes, puisque ce sont eux qui s'emparent, je dirais, le plus fortement de ces préoccupations climat. Donc là, il y avait il y a 2 ans maintenant, la plus grosse manifestation de jeunes depuis 1968, qui était la manifestation des jeunes contre le climat, enfin pour le climat, pour la préservation du climat. C'est pas neutre tout ça. Et nous, on le voit auprès, je pense que vous le voyez aussi dans vos entreprises, quand on embauche des jeunes, il n'y en a pas un qui ne pose pas une question, alors en plus on est assureur, sur mais c'est quoi votre politique sur le climat? Donc on voit bien que c'est une préoccupation forte de toute la population, mais encore plus forte chez les jeunes. Et donc ça ne va pas s'arrêter, évidemment. Ça, vous le savez très bien. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est que du coup, la pression sur les entreprises n'arrête pas de monter. Et c'est probablement ça qui a été la plus grosse tendance ces dernières années.
toutes les questions dites RSE étaient considérées comme accessoires dans l'entreprise il y a encore très peu de temps. Vraiment accessoires. Aujourd'hui, c'est en train de passer de l'accessoire à l'obligatoire et demain, ce sera de l'obligatoire à l'opportunité business. Donc, on va très très vite. On fait ce chemin-là très très vite. Et la pression monte sur les entreprises parce que la société évolue. Et dans la société, il y a les clients des entreprises. Et puis de l'autre côté, il y a les réglementations qui poussent aussi les entreprises à agir. Donc, vous l'avez tous noté, en 2015, il y a eu 2 événements majeurs qui étaient les objectifs de développement durable de l'ONU et les accords de Paris. L'accord de Paris. Donc l'un sur le climat, d'autres en gros sur les droits humains. Et ça, c'était il y a 5-6 ans. Et depuis, il a fallu 4, 5, 6 ans, on en avec Tiffen, pour que tout ça se traduise en réglementations diverses et variées qui ont toutes pour effet de mettre de la pression sur les entreprises. Donc, les entreprises sont prises entre 2 grandes tendances, deux grandes vagues, je dirais, qui poussent. C'est les consommateurs d'un côté et les réglementations, donc les États et les différentes entités qui les font de l'autre côté. Et ça se traduit très concrètement puisque maintenant, les consommateurs considèrent que les entreprises, c'est le 2e acteur après l'État qui doit agir sur ces questions-là. Donc, quand je disais c'était accessoire, avant, les entreprises ne se considéraient pas comme légitimes pour agir sur le climat, par exemple. Aujourd'hui, ça a évidemment beaucoup changé, mais c'est parce que aussi tout le monde considère que les entreprises ont un rôle à jouer. Et les États non plus, même malgré le quoi qu'il en coûte. Il y a eu un quoi qu'il en coûte sanitaire, il n'y a pas eu un quoi qu'il en coûte climat. Il pourrait y en avoir un jour, hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, les consommateurs qui ont ces préoccupations très importantes considèrent que maintenant, c'est les entreprises qui doivent jouer leur rôle. Et d'ailleurs, les PDG commencent à le comprendre. Alors, je me moque parfois des PDG, des CEO. Je ne devrais pas, hein, mais ils ne sont pas là. Donc, le fait que les PDG, les CEO, les directeurs généraux commencent à prendre en compte réellement ces préoccupations-là, eh ben, c'est une excellente nouvelle. Parce que tant que le PDG n'est pas personnellement impliqué dans ces luttes, dans ces combats, il se passe moins de choses dans l'entreprise que quand il est engagé. Et ça, c'est un des facteurs, alors ça on l'entend mondialement, hein, j'entendais le patron américain de IKEA, il est CEO de IKEA, États-Unis, et Chief Sustainable Officer. Il a les 2 fonctions. Et il dit, moi je prends mes 2 fonctions et je les assume, c'est dans son titre, parce que si ce n'est pas moi, il ne se passera rien. Ça, c'est important. Et donc, cet engagement des entreprises qui est poussé de toutes parts, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, je disais, les consommateurs sont en attente aussi des engagements des marques. Donc là, il y a des études qui sortent assez régulièrement. Celle de gauche, c'est une étude qu'on suit pas mal qui s'appelle Brand Engagement, ou baromètre de l'engagement, où je vous parlais de la pente de ces préoccupations-là, c'est important. Attendez-vous d'une marque qu'elle contribue bien, qu'elle contribue au bien commun ou à une société meilleure. En 2017, entre 2017 et 2020, ça a pris 20 points. Et vous savez que dans les études marketing, prendre 20 points en 3 ans, c'est rare. Et à droite, vous avez des études de Sociovision. Donc, Sociovision, c'est l'ancienne Cofremca. Ils font des études des tendances sociétales depuis 1960. Et donc, c'est intéressant parce que sur les mêmes questions, on voit les évolutions. Et là, la question, c'est en gros, est-ce que vous considérez que l'entreprise doit se concentrer uniquement sur son rôle économique ou doit prendre en compte des préoccupations, en gros, environnementales, sociétales. Donc, à part la crise de 2008, qui a évidemment créé des problèmes économiques certains, où là, la préoccupation, le rouge est remonté, en fait, tendanciellement, on arrive à 65% maintenant, l'ensemble des consommateurs considèrent que les entreprises, maintenant, doivent agir sur la société.
ça vous explique que l'engagement sociétal a pris le pas sur la traditionnelle RSE. Donc, tout ça pour dire, au final, que l'engagement sociétal des marques, des entreprises, devient stratégique. Ce n'est pas encore homogène partout, mais c'est une tendance absolument marquante de ces dernières années. Donc, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de s'engager à changer, où qu'on soit. Et il y a un concept, cette fameux concept de double exigence. Alors ça, je cite volontiers la société L'Oréal. Donc c'est Jean-Paul Agon qui a fini son mandat, mais il est resté 15 ans, qui a imposé, en arrivant chez L'Oréal il y a 15 ans, cette double exigence. L'Oréal, vous le savez tous, était habitué à des taux de croissance à 2 chiffres. Bon, ils sont toujours habitués, hein. Donc ils ont toujours eu un objectif de rentabilité et de développement majeur. Ce qu'il a changé, c'est qu'il a apporté cette exigence de durabilité. Et il a mis 15 ans à changer l'entreprise sur ce concept-là. Si bien qu'aujourd'hui, par exemple, tous les collaborateurs de L'Oréal qui ont un bonus, 30% de ce bonus est basé sur des objectifs de durabilité. Il a changé toute la chaîne de valeur de fabrication de ses produits. En 15 ans, il est en train d'imposer la double comptabilité au sein de L'Oréal. Enfin, il a fait ça, il est parti là maintenant. Mais évidemment, ça ne va pas s'arrêter. Et donc, quand on discute avec des gens de L'Oréal qui ont vécu cette évolution, on voit que c'est une transformation finalement assez douce, parce que c'était en 15 ans, mais absolument profonde aussi. Et donc, je pense vraiment que loi Pacte ou pas loi Pacte, la loi Pacte a contribué à ça, mais c'est ça qu'il faut retenir. Toutes les entreprises du monde, selon leur état de maturité évidemment, devront petit à petit avoir cette double exigence, rentabilité et durabilité. Voilà pour les quelques éléments de contexte que je voulais partager avec vous. Merci Xavier. C'est toujours intéressant et passionnant d'avoir une explication rapide mais claire de ces évolutions du paysage sociétal qu'on voit tous dans les nouvelles de chaque jour presque, mais qui illustrent des tendances qui se marquent vraiment au fil des années. Et comme on le sait, quand les citoyens d'une société nationale ou internationale ont des attentes, souvent, ça se traduit par des lois ou des règlements nouveaux qui viennent refléter ces attentes et former un jeu d'exigences sur un certain nombre d'acteurs économiques. Et parmi ces réglementeurs ou ces législateurs, il y en a un qui est très important pour la France et qui est l'Europe. Et je pense que Tiffaine, tu peux nous parler maintenant de comment se traduisent ces tendances, ce paysage sociétal, dans l'arrivée et la profusion, on peut même dire, de textes nouveaux autour de la RSE et des domaines sociétaux d'une manière générale au niveau de l'Union européenne. Donner un contexte aussi assez rapide voilà, au niveau politique de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe et qui impacte toutes les entreprises européennes, évidemment. Donc sur le plan politique et réglementaire, on l'a rappelé, il y a une accélération des annonces et des actions en faveur voilà, d'un changement, d'une transition vers une économie qui est plus durable, qui est plus inclusive, qui est aujourd'hui plus résiliente également. Et l'Union européenne, elle a été très très ambitieuse, en tout cas c'est une des premières à être assez ambitieuse, puisqu'elle a fixé comme objectif de devenir le continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Donc c'est quand même un objectif assez engageant pour l'Union européenne et pour les États membres. Alors, elle fonde sa stratégie sur, voilà, maintenant c'est la croissance durable est la nouvelle stratégie de l'Union européenne. Et là, sur votre slide, je voudrais highlighter un petit peu 3 piliers importants de cette stratégie. Le premier pilier important de ces stratégies, je pense que vous connaissez, c'est le pacte vert européen ou le Green Deal, qui en fait a été adopté fin 2019, début 2020, qui est en fait la feuille de route de l'Union européenne pour pouvoir atteindre cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050.
Et ça couvre, c'est vraiment transversal parce que ça couvre toutes les politiques. Un élément important dans ce Green Deal, c'est la loi climat. La climat, c'est la première loi européenne en la matière qui inscrit dans la législation cette obligation, cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Ça veut dire que l'Union européenne et les États membres sont juridiquement obligés de mettre en place des mesures pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ça n'a pas été évident d'avoir tous les 27 pays de l'Union européenne à s'entendre pour intégrer cet élément juridique, mais ils y sont arrivés et je pense que c'est vraiment une avancée. Le deuxième point important dans ce Green Deal, c'est la stratégie annuelle pour une croissance durable. Donc il faut savoir qu'en début de chaque année, ça fait partie du semestre européen, la Commission européenne donne des directives communes pour les États membres afin de pouvoir harmoniser leurs politiques budgétaires et économiques, qu'ils puissent aller tous dans le même sens et que ce soit coordonné. Et à partir depuis 2020, en fait, toutes ces directives vont pour cette transition vers une économie durable, une économie inclusive et résiliente. Donc ça veut dire qu'ensuite, les États membres vont édicter des politiques économiques et budgétaires qui vont aller également dans ce sens. Donc vous voyez, le Green Deal est vraiment un élément très important dans la stratégie de croissance de l'Union européenne. Le deuxième pilier important, c'est le plan de relance. Le plan de relance qui a été adopté en juillet 2020 par tous les États membres, qui est de 800 milliards d'euros. Donc c'est un grand plan de relance et pour la première fois, l'Union européenne s'endette au nom des États membres. Donc là, ça a été vraiment une grande avancée qui, je trouve, n'a pas été assez soulignée dans les médias, mais c'est une autre histoire. Pour la première fois, on a l'Union européenne qui s'endette pour tout le monde. Et ensuite, ils ont redistribué l'argent en fonction des besoins et comment les pays ont été impactés. Donc le plan de relance, évidemment, pour sortir de la crise Covid et pour relancer, pour avoir une reprise. Mais ils se sont dit qu'on allait en profiter également pour que ces investissements aillent pour transformer l'Europe. Et donc il y a une obligation des États membres dans leur plan de relance d'avoir au minimum 37% de leurs dépenses qui sont dans des investissements qui vont soutenir toute cette ambition climatique, environnementale et sociétale. Le troisième pilier qui fait également partie je dirais, de cette stratégie de croissance, c'est évidemment l'Europe, elle est dans un monde. Et donc, ils ont revu en fait leur stratégie commerciale. Et à travers la stratégie, la politique commerciale de l'Union européenne, ils essaient d'adapter, de changer les règles de commerce international pour inclure ces éléments de durabilité. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner le contexte avant de zoomer sur la communauté extra-financière. Donc, sans doute que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, en fait, les grandes entreprises principalement ont l'obligation de publier des informations extra-financières. Ça fait partie de la NFRD, donc c'est la Non-Financial Reporting Directive, qui a été revue par la Commission européenne et ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait un manque de cohérence entre les informations qui étaient communiquées entre les différents pays, parce que c'est une directive, donc la directive elle fixe un minimum et les États membres peuvent rajouter par-dessus. Donc, il y a une harmonisation, mais c'est une harmonisation minimum. Donc, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même des grandes divergences au niveau sectoriel, au niveau pays. Et c'est pour ça qu'ils sont venus avec une nouvelle proposition. Ils ont appelé cette fois-ci la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, qui est très important. Vous allez entendre parler beaucoup. C'est important de savoir ce que c'est. Donc, la proposition de la Commission a été publiée le 21 avril 2021. C'est vraiment une pièce maîtresse de ce puzzle pour atteindre ces objectifs. Et donc, elle réforme les règles existantes de publication d'informations extra-financières. Et au cœur de cette nouvelle directive, il y a la responsabilité et la transparence. Responsabilité, c'est-à-dire que les entreprises doivent rendre de plus en plus davantage de comptes, que ce soit au niveau de leurs risques concernant la durabilité,
mais également de leur impact propre au niveau de l'environnement et de la société. Alors, au niveau de la CSRD, en fait, elle pose le cadre qui est nécessaire à la pleine intégration des dimensions environnementales, sociétales et de gouvernance, donc ESG, à l'intérieur de la performance globale et de long terme de l'entreprise. Les besoins de ce cadre-là et ça les pose. Ce n'est pas une révolution comparée à la NFRD, mais c'est une évolution, c'est-à-dire qu'on garde les principes de base avec des changements fondamentaux. Et donc, au niveau de ces changements, j'en ai listé quelques-uns ici. C'est-à-dire que le périmètre d'application aujourd'hui, à partir de l'application de cette directive, va être beaucoup plus large. Il va y avoir toutes les grosses entreprises, plus toutes les entreprises qui sont cotées sur le marché européen, donc les PME, sauf les micro-entreprises, qui vont devoir faire ce reporting durable. On a compté, c'est plus ou moins 4 fois plus d'entreprises que maintenant. Les PME, elles qui ne sont pas cotées, sont également fortement incitées à faire un reporting durable volontaire. Le deuxième point important, c'est pour un souci de cohérence au niveau des informations qui sont donc publiées, ils sont en train de développer des normes communes européennes pour faire ce reporting. Ça, on n'avait pas. Il n'y avait pas de normes. Et là, maintenant, ils vont sortir des normes. Et ces normes donc, vont être assez génériques, elles vont être sectorielles, mais elles vont être aussi propres à l'entreprise, au niveau de sa stratégie de développement durable, au niveau de ses objectifs. Et ça va couvrir donc, tous les éléments de l'ESG, les dimensions environnementales, sociales, les droits humains, la lutte contre la corruption, les pots de vin. Donc c'est beaucoup plus large, et c'est pour ça que dans le nom de la directive, ils ont choisi Sustainability. Un autre point important dans cette nouvelle directive, c'est qu'il va y avoir l'obligation d'auditer le rapport. Et ça, c'est pour s'assurer que l'information est fiable. Donc, c'est aussi, ça va être donc pour les entreprises élémentaires, évidemment, qu'il va falloir prendre en compte. Un autre point, c'est que ces rapports durables doivent faire partie du rapport de gestion de l'entreprise. Jusqu'à présent, elles pouvaient être publiées, il n'y avait pas eu d'obligation de publier cette information quelque part. Là, il faut la publier dans les rapports de gestion de l'entreprise. Et ils vont devoir étiqueter électroniquement ces informations pour ensuite pouvoir aller dans une base de données commune dans laquelle il va y avoir un accès à ces données. Et ce rapport doit être approuvé par le conseil d'administration et le top management. Donc là, c'est pour pouvoir avoir une responsabilité accrue du conseil d'administration sur ce rapport. Donc on voit bien, en fait, l'objectif est vraiment d'avoir une information sur la performance en fait, durable des entreprises qui répondent aux mêmes exigences de qualité que l'information financière qu'on a aujourd'hui et qui est assez normalisée. Alors, cette directive intègre également dans un panel d'autres législations au niveau européen. Je vais brièvement les mentionner parce qu'on ne peut pas la regarder toute seule. Elle est liée à d'autres éléments juridiques, notamment le règlement sur la taxonomie et tout ce qui est la finance durable et la Sustainable Finance Disclosure, qui sont, eux, destinés en fait à favoriser les investissements dans des projets et des activités qui vont aider à atteindre ces objectifs de neutralité carbone qu'a fixé l'Union européenne. Donc la taxonomie, sur laquelle ils sont encore en train de travailler, et on espère qu'il y aura un accord politique cette année, en fait, c'est un système de classification. Donc on va lister les activités qui sont définies comme durables, en transition. C'est important pour les entreprises, parce que c'est ça aussi qui va avoir un impact sur eux. Est-ce qu'ils vont être attractifs pour les investisseurs? Et ça va également forcer les entreprises à s'éloigner petit à petit d'activités qui ne seraient pas cataloguées comme des activités durables ou en transition. Donc là, pour le moment, il y a encore des discussions politiques assez intenses,
notamment au niveau, est-ce qu'on inclut le gaz, le nucléaire en tant qu'activité de transition, voilà, donc peut-être que vous suivez ces discussions. Mais donc, ça va avoir un impact important, cette taxonomie. L'autre point, donc, c'est l'investissement durable, parce que dans la stratégie de croissance durable de l'Union européenne, le capital privé est un outil important pour faire ce changement de modèle économique. Ils pensent que c'est avec l'investissement qu'on va pouvoir aider les entreprises à la mais aussi pousser les entreprises. Voilà. Alors là également, j'ai mis le point sur l'assurance parce que évidemment la taxonomie dont je viens parler va avoir sans doute des répercussions sur la couverture d'assurance. On voit encore, vous avez dû entendre qu'il y a certains assureurs qui commencent à se désengager de certains secteurs. Donc, est-ce que demain, ces secteurs-là vont pouvoir trouver la même couverture ou pas? Les assureurs sont aussi des investisseurs, donc ils ont aussi le rôle d'investir. Donc, ils vont aussi utiliser tous ces éléments-là. Si je peux me permettre, parce que tu parles d'assureur, quand on est une activité qui est ni verte ni en transition, ça craint. Parce que pour trouver des financements et bientôt, peut-être un jour, pour trouver des assureurs, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, c'est juste pour vous, enfin, vous le savez, mais cette taxonomie, qui est un nom qui ne ressemble à rien, que personne ne comprend au début, a des impacts absolument massifs sur tout un tas d'activités et d'industries. Et alors le dernier point qui est aussi important, c'est la gouvernance d'entreprises durables. Donc là, c'est une proposition qu'on attend de la Commission européenne. Normalement, devrait être présentée le 15 février, donc dans quelques jours. Et là, l'objectif, c'est vraiment, la Commission veut essayer d'impacter la stratégie des entreprises, que ce soit plus du court-termisme, de la maximisation du profit à court terme, mais qu'ils aient une vision à long terme, une vision durable. Et donc là, c'est là-dedans où on va retrouver des éléments, je dirais, pour pouvoir aligner les intérêts de l'entreprise, des actionnaires, des dirigeants, de toutes les parties prenantes. Également aider les entreprises, pousser les entreprises à mieux gérer tous les problèmes de durabilité dans toute la chaîne de valeur et également au niveau de leurs opérations en elles-mêmes. Et donc, sans doute, des sanctions si ça n'est pas fait. Cette proposition législative s'est fortement inspirée de la loi PAC en France. Donc en fait, ils cherchent à harmoniser au niveau européen ce que vous avez, vous, ici, au niveau français. Voilà, donc c'est important à leur suivre. Slide. Donc, l'année 2022 va être extrêmement chargée au niveau législatif. Donc, on attend, donc les discussions au niveau donc, de la CSRD sont en cours. Donc, la Commission européenne a fait sa proposition. C'est au Parlement européen et au Conseil d'en discuter. Au Parlement européen, il faut savoir qu'il y a déjà eu 800 amendements qui ont été posés. Donc, les débats vont être assez intenses. L'objectif, c'est d'avoir un accord d'ici la fin de l'année pour que l'obligation, la première application commence en 2024. C'est-à-dire que ce sera sur l'exercice de 2023. En parallèle, ils travaillent donc déjà sur ces normes européennes communes pour pouvoir faire ce reporting. Et cette année, normalement, on va arriver la proposition législative donc, sur la gouvernance d'entreprises durables est attendue pour le 15 février. Il y a également la finalisation de la taxonomie. Et là aussi, on attend d'avoir un accord politique cette année. Il y a certains pays qui sont contre l'inclusion, par exemple, du gaz. Je vais souligner, j'en ai parlé également, il va falloir aussi regarder comment le marché de l'assurance va évoluer sur ces problématiques-là. On va être aussi très, très attentif et travailler avec nos associations pour pouvoir continuer à avoir une couverture différentielle. Et alors, donc, au sein de Ferma, on a aussi des projets sur lesquels on travaille. En 2021,
on a travaillé avec tout un groupe de risque managers sur une guidance pour les risques managers, et plutôt pour les aider à intégrer l'ESG dans la gestion des risques. Pas encore quelque chose qui est évident. Et donc, on a pris un groupe de risque managers, on a vu quelles étaient leurs bonnes pratiques, et vraiment basé sur les bonnes pratiques des risques managers, qu'est-ce qu'ils font et qui pourraient donner des idées pour ceux qui aimeraient avoir des pistes pour intégrer l'ESG dans la gestion des risques. Et cette année, on travaille avec ECODA, qui est la fédération européenne qui représente le conseil d'administration, et ECIIA, qui est la fédération européenne qui représente les auditeurs internes, importante dans l'entreprise, sur ces problématiques, et voir comment on peut donner des garanties au conseil d'administration que les problématiques sont bien prises en compte, sont bien coordonnées, puis c'est accru. Et comment est-ce que la stratégie qu'ils auront mis en place de développement durable bien descendre jusqu'à l'opération. Peut-être Philippe, tu voudras un petit peu plus tard, ou même maintenant, puisque Philippe fait partie du groupe de travail. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot maintenant. Oui, je ne pense pas que ce soit indispensable. On avance sur un projet de texte commun pour pouvoir montrer aussi le fait que les trois organisations représentatives s'entendent sur, on peut appeler ça peut-être des recommandations, en tout cas une façon d'évoluer dans nos entreprises vers un futur qui soit adapté à ces tendances que Xavier et toi, Tiffaine, vous avez bien décrites jusqu'à présent. Et ce que je retiendrai de vos deux présentations avant d'enchaîner, c'est le fait que cette transition, finalement, elle est de plus en plus rapide. Les choses s'accélèrent. On voit beaucoup de mouvements sociétaux marqués, mais on voit aussi une profusion de textes nouveaux qui viennent quelque part sanctuariser ces attentes. Et forcément, dans ce paysage-là, ceux d'entre nous qui sont risk managers en entreprise le vivent déjà. On est au cœur, je pense, hein, Stéphanie, que tu vas enchaîner là-dessus, on est au cœur de la transition des entreprises et de l'adaptation des entreprises à ce nouveau contexte. Tout à fait, oui. Merci Philippe. Donc effectivement, le contexte de nouvelles donnes RSE, attentes sociétales, avec les évolutions réglementaires, vont faire évoluer les entreprises à court terme. Et le risk manager a un rôle à jouer dans la transformation de ces entreprises. Donc risk manager, c'est une fonction en pleine mutation, c'est une fonction relativement récente quand je parle vraiment d'avoir des équipes dédiées à la gestion globale des risques en entreprise. C'est une fonction en plein essor, disons, depuis une dizaine d'années. On a des obligations d'avoir un reporting sur les facteurs de risque, d'avoir un comité d'audit et de gestion des risques pour les entreprises cotées en Union européenne. Donc, c'est déjà une fonction qui prend tout son sens. Dans le contexte actuel chrysogène, avec des crises de toute nature, hein, bon, Xavier n'a pas voulu parler du Covid, mais moi, je suis obligée d'en parler. On est dans une crise qui dure, une crise sanitaire, mais ce n'était pas la première. Hein. Dans les 2 dernières décennies, on a eu d'autres crises sanitaires. On a maintenant également des crises qui sont plutôt liées aux événements climatiques, qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. Des crises cyber, la menace cybersécurité, qui peut toucher toutes les entreprises ou tous les acteurs publics, les États ou les ministères. On a également des crises géopolitiques, que ce soit en Union européenne comme le Brexit ou la crise, on est en pleine crise en ce moment avec l'Ukraine et la Russie. Et bien sûr, la crise climatique qui nous concerne tous, les changements climatiques. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis un graphique issu d'une étude faite par l'Institut européen des auditeurs internes, le CIA dont parlait tout à l'heure Tiffaine. Donc vous voyez, ils vont interroger les comités d'audit et de gestion des risques ou les directeurs audit internes des entreprises et ils leur ont demandé ce qui était le top 5 de leurs risques. Et on voit la comparaison entre les réponses en 2022 et les réponses en 2020. Vous voyez la courbe bleu clair qu'on voit au milieu, qui augmente de 40%. Ça veut dire que le changement climatique, la durabilité, les risques environnementaux
donc sont passés de moins de 10% quand on demandait de nommer le top 5 des risques à plus de 40%. Donc même nous, moi en tant que risk manager, c'est vrai que c'était pas dans le top 5 des risques de notre cartographie, on travaille dessus, mais on voit qu'il y a un changement, une ouverture d'esprit sur le top 5 des risques, de ne pas regarder seulement des risques financiers pour l'entreprise, mais d'inclure le changement climatique. Donc c'est un des premiers points, ce contexte chrysogène qui fait que la fonction risk management est en pleine évolution. Deuxième point, alors Tiffaine nous a parlé des évolutions réglementaires en Union européenne, mais nous en France, les risk managers, on a déjà eu à prendre en compte de nouvelles analyses de risque, ou du moins des réglementations exigeantes sur, si tu peux revenir juste la slide d'avant, sur la cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence, la loi Sapin 2 qui est en vigueur pour les entreprises qui dépassent un certain seuil depuis 2016. Donc moi, en tant que risk manager, on avait bien sûr un domaine de risque éthique, pratique éthique de l'entreprise, mais on a dû aller beaucoup plus loin. La réglementation, la loi Sapin 2, nous demande de faire une cartographie très précise des risques de corruption, des risques éthiques dans les affaires. Idem pour les entreprises qui sont soumises au seuil donc, de plus de 5000 personnes, sont soumises au devoir de vigilance, qui est aussi une loi précurseur en France, qui va être suivie par le devoir de diligence à l'Union européenne, et qui nous demande de cartographier les risques d'atteinte à l'environnement, les risques pour la santé, la sécurité des personnes, les risques sur l'atteinte des droits humains. Donc, nous, en tant que risk manager, déjà, on a dû adapter, changer notre prisme, et pas seulement regarder stricto sensu les risques financiers de l'entreprise. Et Xavier nous a également parlé des attentes sociétales sur les sujets RSE qui font que l'ERM doit prendre en compte maintenant tous les risques sociétaux, les risques environnementaux, au même titre que les autres risques financiers de l'entreprise. Merci. Alors, tous ces changements vont amener à un changement de paradigme de la fonction ERM. En termes de périmètre, on va nous demander de couvrir pas seulement les risques de l'entreprise au sens strict, mais on parle maintenant de risques de l'entreprise étendue. Risque de l'entreprise, de toute sa supply chain, toutes ses parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, que ce soit les communautés locales, même des tiers, pas seulement de rang 1, mais tout l'environnement, l'écosystème de l'entreprise. En termes de prisme, on va demander maintenant au risk manager de ne pas regarder non plus que les risques au sens négatif, au sens menace pour l'entreprise, mais de regarder également les opportunités, de prendre en compte tous les enjeux sociétaux et environnementaux qui peuvent impacter l'entreprise ou sur lesquels l'entreprise peut avoir un impact. En termes donc deuxième point, pour illustrer ça, les évolutions réglementaires, la CSRD dont parlait tout à l'heure Tiffaine, propose d'utiliser une nouvelle approche qui s'appelle la double matérialité. Alors, pour rappel, souvent en risk management, on regarde la matérialité financière, les risques financiers de l'entreprise, les risques qui vont impacter l'entreprise. C'est le prisme historique de la fonction risk management. Et en RSE, on fait des analyses de matérialité en associant les parties prenantes. On croise les risques pour l'entreprise et les attentes, les enjeux des parties prenantes. Les nouvelles réglementations vont nous amener à combiner ces deux approches. On parle du concept de double matérialité. Alors, je vous ai mis le schéma, un schéma qui provient de l'Union européenne, qui illustre la matérialité, la double matérialité. Alors, ça revient en fait à regarder les risques de l'entreprise sur le climat, sur le changement climatique, sur l'environnement, et à la fois de regarder les risques que le changement climatique vont faire peser sur l'entreprise. Alors, si je prends un exemple, par exemple, pour nous, Limacrin, en tant que semencier, forcément, on travaille à développer des variétés qui vont être adaptées à un climat, à un sol, qui vont avoir des caractéristiques agronomiques. Si le climat change au point que, par exemple, on nous dit près de Clermont-Ferrand, peut-être que ce sera le climat de Madrid à l'horizon 2050. Nous, en termes de business model, en termes d'adaptation de notre portfolio de produits, vraiment, ça a un impact parce qu'on ne pourra pas se permettre de garder des variétés qui ne vont pas être capables de résister aux évolutions climatiques. Donc, on doit cartographier, on doit regarder et on doit s'adapter au changement climatique. En tout cas, directement, nous, on est concernés dans le secteur agricole et dans le secteur semencier.
Et à l'inverse, nos activités, hein, toute notre supply chain, toutes nos activités, qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires, elles ont un impact. On utilise de l'énergie, on émet des émissions de gaz à effet de serre. On doit aussi regarder, nous, notre impact sur le changement climatique et comment on peut améliorer. Donc c'est ça, pour illustrer, c'était l'exemple que je voulais prendre pour illustrer la double matérialité. Et sur les enjeux, sur les risques RSE, sociaux, sociétaux, environnementaux, c'est cette approche qu'il va falloir combiner. Donc on va vers une convergence entre l'approche du risk manager et l'approche de la RSE. Encore une autre illustration, on parlait tout à l'heure des attentes sociétales. Les parties prenantes ont un rôle à jouer. L'entreprise, dans l'entreprise étendue, on ne regarde pas juste l'entreprise, on regarde aussi tout l'écosystème. Donc on interroge les parties prenantes. Nous, on est en train de refaire ce qu'on appelle une analyse de matérialité. On réinterroge toutes nos parties prenantes pour travailler sur notre prochain programme RSE. Notre raison d'être, j'en parlais tout à l'heure en introduction, coopérer pour le progrès de l'agriculture partout et pour tous, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé avec notre partie prenante. Donc, dans ce contexte, moi, je travaille déjà énormément en tant que risk manager avec la direction RSE. Alors, chez nous, ça s'appelle RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Pas un gros mot, hein, quand même. Comment? Pas un gros mot, quand même. Ah, voilà, bon, mais merci Xavier. Donc j'ai énormément d'interactions, alors bien sûr avec les auditeurs internes, on en parlait tout à l'heure, mais avec les équipes RSE, que ce soit sur les analyses des risques, déjà au niveau gestion des risques de la cartographie, les risques environnementaux, les risques sociaux, mais sur le reporting financier. Et la tendance fait qu'on va encore travailler de plus en plus. Merci Stéphanie. Je pense que ça nous donne bien le sentiment que beaucoup d'entre nous avons et qu'on a vécu dans les années passées et qui se confirme. On travaille beaucoup plus que par le passé avec nos collègues de la RSE ou de l'environnement ou du climat ou du sociétal. Et maintenant, focalisons un petit peu sur le reporting extra-financier, parce que ça aussi, c'est une source de connexion forte, d'interaction forte entre nos deux fonctions, le risque et les fonctions RSE au sens large. Donc, on va d'abord voir avec Xavier l'évolution de ce reporting extra-financier à laquelle on peut s'attendre, puis après, on verra avec Stéphanie les enjeux futurs que ça crée pour le risk manager. Donc, Xavier, à toi pour l'évolution, s'il te plaît. Oui, donc on va passer un peu de temps sur ce slide-là, ça permet de voir d'où on vient et où on va. Donc la décennie qui se terminer, c'est ce que j'appelais la décennie de la RSE traditionnelle. Et alors moi, je ne viens pas de ce monde-là, hein, je ne viens pas du monde des risques. Donc j'ai un regard assez nouveau, ça fait 2 ans que je fais. J'ai un peu décodé à ma façon le reporting et de la communication extra-financière. Et quand j'ai découvert ce qu'était la DPEF, c'est probablement le concept de DPEF, moi je ne sais pas ce que c'était, on m'a expliqué d'où ça venait. Et j'ai découvert, c'était un rapport en gros RSE, quoi, un rapport un peu sophistiqué, mais un rapport RSE. Et je me suis aperçu que c'était beaucoup basé sur les risques. Et ça m'a perturbé. Puisque un rapport sur l'activité qui est censé raconter l'impact sociétal positif d'une entreprise, c'est basé sur des risques. Et franchement, j'étais perturbé. Et après, j'ai compris, en fait, c'est qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Et la fonction de risk manager existant depuis probablement plus longtemps que la fonction de RSE, il y avait déjà des choses sur le risque dans l'entreprise. Et donc, les réglementeurs de l'époque ont dû se dire, bah, tiens, on va s'appuyer sur ce qui existe, et donc on va prendre la cartographie des risques, et puis on va un peu sophistiquer l'affaire avec l'étude de matérialité, donc on va croiser ça avec les enjeux, les attentes des parties prenantes. On va faire une cartographie pour voir ce qui est le plus important, et puis on va sélectionner donc les risques, finalement les risques les plus importants, sur lesquels on va demander aux entreprises de reporter une politique pour contenir ces risques, et on va mettre ça dans la DPEF. Je caricature à peine, mais c'est en gros, si vous regardez les benchmarks des DPEF d'il y a 5 ans, eh ben, quasiment 100% des grandes entreprises construisaient leur DPEF comme ça.
Vous regardez un benchmark aujourd'hui, il y a déjà 60% de ces entreprises qui ont abandonné cette approche. Donc, ça veut bien dire qu'on était au tout début de l'histoire, en fait, du reporting extra-financier. Et déjà, même le terme de extra-financier, c'est pas simple. Pour des gens qui arrivent comme ça, ça veut dire quoi, en fait? C'est pour ça que ça va s'appeler maintenant rapport durabilité. C'est pas tellement plus simple, mais c'est déjà plus proche de la réalité. Donc, il y avait des enquêtes de matérialité, une approche essentiellement basée sur les risques, et puis des KPI, donc totalement open bar, freestyle. Chacun choisissait ses KPI. Et donc, en général, quand on demande aux gens de choisir leurs KPI, ils choisissent les KPI qui sont les plus favorables. Enfin, je ne sais pas vous, mais nous, forcément, on ne va pas publier les KPI les plus défavorables. Et on faisait auditer, on fait encore auditer les KPI qu'on veut. Hein, donc, c'est à double peine. C'est-à-dire que celui qui fait auditer un KPI défavorable, c'est qu'il n'a pas tout compris. Donc, ça, c'était la période d'amorçage du reporting extra-financier. Alors, je ne sais pas quelle visibilité vous avez sur ces DPEF. Encore une fois, je suis un homme de marketing, donc j'ai posé tout de suite la question, mais les DPEF, elles sont publiées où? Sur le site internet. Ah bon, sur quelle page? Ben, faut chercher un peu quand même. Bon, alors, on va chercher. Et ben, nous, on a fait des benchmarks des DPEF des autres. C'est généralement pas vraiment mis en valeur. Donc, en plus, c'était pas lu. Donc voilà, on vient de ce monde-là. Là, on est en phase de transition, qui est ce que j'appelle le début de l'engagement sociétal. Et donc, c'est toute l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe d'une approche par les risques à une approche par l'impact réel, l'impact positif. Et on est en pleine phase, donc, discussion encore sur les nouveaux, ce qui sera demain les reporting durabilité. Et donc, il y a, et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de l'exercice, il y a un travail en ce moment qui touche aux fameux KPI, et donc avec un double objectif de développer leur pertinence et de les normaliser de manière à ce qu'ils soient comparables d'une entreprise à l'autre, qui est absolument essentiel, évidemment, si on veut faire un travail sérieux, mais ce qui est extrêmement difficile, puisque c'est et en plus d'une compétition mondiale, donc il y a l'EFRAG en Europe, et puis il y a maintenant Emmanuel Faber qui s'occupe des normes extra-financières mondiales. Donc, ce travail-là, nous, on y participe évidemment parce que chaque secteur par secteur, il y a des lobbies qui se mettent en place, des discussions de place qui s'organisent de manière à vérifier que les indicateurs qui sont en train d'être construits en mode multisectoriel ont du sens pour les secteurs en question. Moi, je me bats pour que tout ça ait un sens. Il n'y a rien de pire qu'un indicateur construit par des gens qui ne connaissent pas le secteur. Généralement, il est construit pour un autre secteur et on essaie de l'appliquer à tous les secteurs et qui se retrouve comme une obligation. Donc, chacun doit pédaler, mettre en place des systèmes informatiques, des gens, des consultants, etc., pour construire un indicateur qui n'a aucun sens. Et ça arrive, hein. Je ne sais pas si vous en connaissez des indicateurs comme ça, mais moi j'en connais pas mal. Et donc, typiquement sur la taxonomie, on parle de taxonomie, on doit mesurer les activités vertes et nous on nous demande de mesurer, de donner la part verte de nos contrats d'assurance. Voilà, vous avez 2 heures. Et ben, ça fait des discussions à n'en plus finir avec tout le secteur de l'assurance dans plusieurs pays pour essayer de comprendre ce que c'est que la part verte de nos contrats d'assurance. Et qu'est-ce qu'on compte et qu'est-ce qu'on compte pas et quel sens ça a tout ça. Au final, se retrouver dans un KPI enfoui dans un site. Donc, je suis toujours un peu critique hein, sur tout ça, mais c'est pour vous faire prendre conscience de la difficulté de l'exercice. Et donc, on est en pleine phase là. Donc, on est en train, au niveau européen, en tout cas pour ce qui nous concerne, de discuter sur ce que seront les KPI du futur rapport durabilité.
Et il y a un autre mouvement important qu'on n'a pas forcément identifié tout de suite, c'est le rapprochement quasi inéluctable et rapide de la comptabilité extra-financière avec la comptabilité financière. Généralement, les DPEF étaient faites par les équipes RSE. Comme c'était assez freestyle, on n'avait pas besoin d'auditer tout ça, donc c'était encore une fois de l'ordre de l'accessoire. Maintenant, c'est plus du tout freestyle. Ça s'appuie sur les mêmes bases comptables, parce que quand on parle de contrat, etc. Et donc, on ne peut plus se permettre de bricoler. Donc, il y a dans plusieurs entreprises, et on est en train de se renseigner, c'est un mouvement un peu général, un rapprochement très fort entre financier et extra-financier. Et donc, ça crée des mouvements d'organisation aussi. Donc, moi, j'ai poussé vers ça chez nous. Hein. Donc, on est en train de créer maintenant une équipe de reporting qui mêle le financier et l'extra-financier. Et ça passe du coup côté direction financière. Et donc, finalement, les équipes RSE, engagement sociétal, créent de l'impact. Puis, il y a ceux qui reportent sur l'impact qui est créé. C'est deux métiers différents. Donc ça, on est exactement dans cette phase-là. Et on va donc, avec ce que disait Tiffaine, donc c'est une autre façon de l'exprimer, mais on va vers une nouvelle phase qui est pour moi l'intégration de nos métiers, des métiers de l'impact sociétal, de l'engagement sociétal, de la RSE, dans le core business, définitivement. Donc, on passe de l'accessoire au core business. Et tout ça est lié. Hein. Et donc, on n'a plus le choix. C'est important, on l'a vu pour tout le monde. Donc, ça a un impact business aussi. Et en termes de risque, ceux qui ne le font pas prennent un risque important. Et donc, il faut préparer ce monde-là qui arrive dans 2 ans à peine. Et c'est les fameux, autour de ces nouvelles lois, ces nouvelles réglementations, moi j'appelle ça le futur rapport durabilité. Donc les grandes, je les redis un peu, Tiffaine en a parlé, mais la répétition ne nuit pas. Donc, intégration dans la stratégie globale de l'entreprise. Les futurs rapports commencent par ça. Et nous demandent des éléments sur la stratégie d'entreprise en matière de climat, sur la stratégie en matière d'impact sociétal et sur le lien qu'il y a avec la stratégie d'entreprise tout court. Et là aussi, ce sera normé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le choix. Il faudra remplir des cases. Le deuxième point, donc ça porte sur la stratégie, les objectifs, les processus et les résultats sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, avant, encore une fois, on reportait sur ce qui nous arrangeait. Maintenant, on n'a plus le choix. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement sur la chaîne d'approvisionnement? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur la chaîne de distribution? Et un jour, qu'est-ce que vos clients font? C'est le fameux scope 3. Il y a des grands débats là, qui vont avoir lieu. Jusqu'où on va? Donc, je cite un exemple un peu difficile pour nous. On est le premier assureur de voitures. Les voitures, la mobilité contribue à une part extrêmement importante des émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai parlé de débat sur combien, comment, etc. Tous nos clients, donc on a 8 500 000 voitures assurées chez Covéa. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On nous demande de reporter sur la part verte de nos clients. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va compter? Alors, il va falloir compter quoi? Etc., etc. Est-ce qu'on considère que l'assurance des voitures est une activité sale, sous prétexte qu'elle assure des voitures, ou qui est par ailleurs obligatoire? Donc, passage, si ce n'est pas les assureurs qui assurent les voitures en France, ben, ce seront d'autres assureurs qui viendront les assurer. Mais ça, c'est un autre débat. Mais vous voyez ce type de débat. C'est pareil quand on est sur la chaîne des hydrocarbures, ça va très très loin aussi. Hein. Donc, il faudra mettre des bornes pour savoir qui est responsable de quoi. Et ces bornes-là ne sont pas si faciles. Et quand c'est fait par des gens du secteur, ce n'est pas tout à fait les mêmes réponses que quand c'est fait par nos amis à Bruxelles. Voilà, toi.
Donc, mais vous voyez un peu les débats qu'il y aura, mais ça c'est la vie de la réglementation. L'autre point, c'est que les rapports donc, seront fortement enrichis. Donc on va passer de, disons, en indice d'un DPEF qui fait 1, le rapport de durabilité, il fera 3 ou 4. Les indicateurs qu'il y a dans la DPEF, c'est 1. Les indicateurs normés et obligatoires, ce sera 4 ou 5. Donc, pour construire chacun de ces indicateurs, il va falloir avoir les données pour le faire. Et alors, là, la taxonomie nous aide bien, finalement. La taxonomie, c'est le principe de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Tout le monde va reporter sur sa part verte. Donc, les données seront publiques. Et d'ailleurs, on sera obligé de les mettre dans un endroit unique, ce qui va créer une immense base de données de l'activité verte des entreprises. Encore une fois, il vaut mieux être vert que noir. Hein. Et donc, en termes d'investissement, aujourd'hui, c'est très difficile de décider d'investir dans une entreprise, par exemple, qui ne publie rien. On ne sait pas si c'est une activité propre ou sale. On ne sait pas, dans une activité floue, quelle est la part propre, quelle est la part sale. Mais si c'est une activité rentable, par exemple, les investisseurs, ils ont tendance à investir encore. Et on nous demande, en tant qu'investisseurs, de rapporter sur nos investissements. Mais on ne sait pas comment faire aujourd'hui. Demain, comme tout le monde sera soumis aux mêmes obligations, eh ben on saura. Et donc, ce sera encore plus dur pour ceux qui sont noirs. Vous voyez, un peu, je cite un peu en vrac des exemples de complications, mais c'est le sens de tout ça. Et ça va nous mener finalement à avoir des données qui n'existaient pas avant et qui seront maintenant partout normées et comparables. Donc, il faut avoir ça en tête quand on est dans n'importe quelle activité finalement. Voilà, donc je le redis, interconnexion de plus en plus forte entre tout ce qui est données financières et non financières. Et puis, c'est ce qui me fait mettre le titre en parlant de preuves opposables, c'est que tout sera obligatoirement audité. Voilà, et alors ça, on est dans le domaine de la preuve. Et de la preuve opposable, c'est-à-dire qu'on ne s'agira pas simplement de faire de la déclaration, il faudra le prouver. Et pour ceux qui subissent des contrôles par les OTI, comme on dit, nous on fait un bilan carbone, on a des objectifs de réduction carbone, et ben quand on est contrôlé, je peux vous dire, il passe du temps. Parce qu'un bilan carbone, c'est pas si simple. Il y a des multiples sources, il faut tout réconcilier. C'est pas une loi, c'est pas une science encore complètement exacte. Donc, eh ben, ce qui se passe aujourd'hui sur les bilans carbone, ça se passera pour toutes les activités, pour tout le social, ça se passera pour la biodiversité, ça se passera pour des choses qu'on ne connaît même pas. Donc, vous voyez que en termes d'évolution, c'est une évolution ultra rapide, ultra lourde, et qui va avoir des conséquences très importantes sur les organisations et sur même, alors sur les coûts, évidemment, il y aura un coût à tout ça, c'est évident, mais à la limite, ce n'est pas le plus important. Si on le voit positivement, c'est que ça va faire basculer le système. C'est un outil redoutable des réglementaires de tout poil pour faire basculer le système en même temps. Et encore une fois, si on ne regarde que le climat et demain la biodiversité, c'est probablement la seule façon de faire. Mais il va falloir passer par des années et un nombre de réunions considérables pour arriver à mettre en place tout ça. Merci Xavier, passionnant. Je pense que nous, risk managers, on aime beaucoup quand les choses démarrent en prenant en compte les risques, donc tant mieux si ça a démarré comme ça. Et puis, parmi les impacts internes à l'entreprise qui sont mentionnés dans ton propos, n'oublions pas les transformations indispensables du système d'information comptable pour pouvoir répondre à tous les besoins de reporting qui seront attachés derrière et qui vont être une source aussi de dialogue fort entre RSE, risque et probablement ingénieurs informatiques liés à la compta, quoi.
Alors peut-être, pour terminer, Stéphanie, si tu peux nous donner ta vision des enjeux futurs en ce qui concerne notre métier de risk manager et lié au reporting extra-financier et ces évolutions qu'on vient de voir, s'il te Oui. plaît. Oui, merci Philippe et merci Xavier. Donc comme on a pu le voir, l'approche par les risques, elle est déjà au cœur du reporting financier et extra-financier. Moi, en tant que risk manager, je travaille avec déjà la direction finance sur le rapport sur les principaux facteurs de risque qu'on retrouve dans le document d'enregistrement universel, donc avec des normes qui sont dictées plutôt par l'AMF et l'autorité des marchés financiers. Et d'un autre côté, nos équipes RSE et communication financière qui travaillent sur le chapitre déclaration de performance extra-financière ou rapport RSE, où les risques et les enjeux liés aux risques ont déjà une place prépondérante. En interne, on a la cartographie globale des risques, la cartographie ERM. J'ai parlé tout à l'heure de cartographie des risques de corruption. On a aussi des cartographies des risques qui sont faites ad hoc sur certains projets. Je vois que l'importance, ça va être que le risk manager va être le garant de la cohérence dans toute cette forme d'approche d'analyse de risque. Le risk manager doit s'assurer de la cohérence avec la cartographie globale des risques de l'entreprise, qui est vraiment un outil de pilotage qu'on utilise en interne, qu'on utilise avec les dirigeants, et être sûr qu'on est bien en lien avec ce qui est fait dans les autres approches de risque et dans ces nouvelles exigences qu'on va avoir sur les risques ESG, environnementaux, sociaux et risques de gouvernance. Un deuxième point, c'est on a les outils en interne, donc avec des cartographies, je suis sûre que vous avez tous des fiches de risque, peut-être même des outils informatiques pour faire des cartographies des risques et piloter vos risques. Et ensuite, on a ce qu'on publie. On a vu que les réglementations et les attentes sociétales vont vers plus de transparence, notamment sur le reporting sur les risques RSE, sur les risques ESG, avec la nouvelle nomenclature. Donc le risk manager va aussi avoir un rôle, en lien avec bien sûr la direction financière, la communication, la RSE, de s'assurer de la cohérence avec ce qu'on publie, que ce soit bien la même chose que ce qu'on utilise nous en risk management en termes de pilotage de l'entreprise. Donc le risk manager, vraiment, va être encore plus demain à la croisée des métiers, à la croisée des différentes fonctions de l'entreprise. On travaille bien sûr, oui, vous travaillez déjà bien sûr avec les directions financières, les directions conformité, éthique, bien sûr l'audit interne, la qualité, mais aussi de plus en plus de fonctions plus opérationnelles. Et bien sûr, main dans la main avec la RSE et puis la comptabilité financière ou les futures équipes qui vont être mises en place. Donc ce que je vois, c'est que comme opportunité pour le risk management, c'est vraiment d'avoir un renforcement de la culture risque au sein de l'entreprise. Parce que le périmètre du risk manager, va changer. On a parlé tout à l'heure de périmètre sur l'entreprise étendue, périmètre, au-delà juste des risques financiers pour l'entreprise. Donc c'est vraiment une chance et une opportunité à saisir, pour le risk manager. Alors deuxième point qui va faire une transition sur la slide suivante. En revanche, donc on parle, le risk manager doit garantir une vision unique des risques et une cohérence. De toute façon, on va y être entre guillemets poussé par les réglementations. Et les réglementations nous ont laissé relativement libres, comme disait Xavier tout à l'heure, notamment sur la partie DPEF. On pouvait publier sur des indicateurs de performance choisis, sur des risques et des enjeux choisis propres à l'entreprise. Maintenant, on va aller vers une normalisation du reporting. Si on va sur la slide suivante, voilà, les réglementaires, enfin les régulateurs veulent nous obliger bien sûr à plus de transparence et leur objectif, c'est aussi de pouvoir comparer les données. Comparer, et c'est bien sûr pour ensuite que les investisseurs puissent faire des choix en termes d'investissement vert. Donc, pour assurer cette comparabilité des données, on va être entre guillemets, plus guidé dans le reporting. Le reporting va devoir être fiable et on va devoir justifier. Donc on va nous demander, nous, risk managers, de quantifier de plus en plus les risques, et notamment les risques au niveau ESG, de formuler des scénarios peut-être sur différents horizons de temps, pas que des scénarios plutôt moyen terme, tels qu'on fait, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait habituellement, on fait des scénarios de risque type PMT, horizon 5 ans en risk management. Mais là, on va aller au-delà, parce qu'on parle de risques climatiques qui sont des risques plus long terme. Donc, on va peut-être devoir aller vers des outils de quantification, des outils prospectifs
donc comme ce qui peut être déjà un petit peu fait hein, sur des prévisions sur les risques extrêmes. Donc tout ça aussi en lien avec le système assurantiel. En termes ensuite de reporting sur nos actions, on va être beaucoup plus challengé et les parties prenantes attendent plus de transparence sur nos plans d'action. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en termes d'entreprise, pour réduire nos risques? Alors, réduire les risques pour l'entreprise, mais aussi réduire les risques que fait peser l'entreprise sur l'environnement. Les parties prenantes peuvent nous demander, par exemple, déjà en France, notre plan de vigilance pour les entreprises qui sont soumises au devoir de vigilance et dans le futur au devoir de diligence à l'échelle européenne. Donc, le rapport de performance extra-financière est déjà quelque chose qui est énormément lu et challengé par les parties prenantes, par les ONG, les communautés locales. Ensuite, Xavier parlait tout à l'heure, et puis Tiffaine aussi, de la réglementation et tous les indicateurs qui vont sortir et qu'on va devoir suivre, nous, en tant que risk manager. Alors, bien sûr, c'est un travail commun avec certainement les équipes informatiques, les équipes finances, les équipes RSE, les opérationnels, mais on va vraiment avoir un vrai challenge sur les indicateurs de performance, lesquels on suit. Alors, certains, du coup, vont nous être imposés, des indicateurs génériques, puis après, des indicateurs par secteur. Alors nous, on attend encore au niveau de l'agriculture l'acte délégué, mais c'est vrai que peut-être que la façon dont on suit certains indicateurs, on va nous demander de retravailler. Ça veut dire un retravail sur la définition des indicateurs. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes personnes qui pourront nous donner les informations. Donc il va y avoir, je pense, il va falloir remettre à plat tout le reporting qui est fait au niveau reporting extra-financier. Et il y a un vrai challenge sur la donnée. Les données, je suis sûre que nous, chez nous, on a déjà énormément de systèmes d'information et de bases de données. Et je pense qu'on prendra aussi cette occasion pour retravailler ensemble sur la gestion de nos données, les indicateurs, les données de risque, qui sont parfois du coup éparpillées. Donc vraiment, là, le risk manager va aussi avoir un rôle central dans le travail sur ces indicateurs. Et comme le disait Xavier tout à l'heure, alors en France, la DPEF prévoyait déjà un audit par les OTI, les organismes tiers indépendants, mais un audit qui était entre guillemets plus libre. Là maintenant, les OTI, donc déjà ça va être obligatoire pour toutes les entreprises soumises à la CSRD et en Europe. Donc dans d'autres pays, il n'y avait pas d'audit par les OTI. Et les OTI vont regarder vont demander beaucoup plus de preuves, vont regarder tout ce qui sera rapporté. Il y aura un niveau de détail exigé, un niveau de preuves à fournir qui va être beaucoup plus strict qu'avant. Donc voilà, je te laisse peut-être conclure, Philippe. Oui. Ouais, merci Stéphanie. Donc, tout ce qu'on vient de se dire démontre la vitesse, bien sûr, à laquelle notre l'environnement des entreprises et l'environnement du métier risk manager change. On se retrouve de plus en plus impliqué dans la communication externe, bien sûr interne, mais ça c'est historique hein, sur la culture de l'entreprise en matière de risque. Mais la communication externe, on y était impliqué. Pour les facteurs de risque, avec la connexion de certains facteurs de risque avec la DPEF hein, qu'on a évoqué. Maintenant, ce qui se produit déjà et qui va ne faire que se renforcer, c'est cet alignement entre la communication extra-financière et la communication financière, et probablement la refonte de l'ensemble dans un reporting intégré dont on connaît déjà l'existence hein, pour certains d'entre nous, mais qui va sans doute se trouver normalisé et contrôlé, audité dans le futur plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui termine notre présentation. Je pense qu'on peut peut-être projeter le dernier slide au cas où les gens souhaiteraient pouvoir faire l'évaluation en même temps, et on va ouvrir, s'il y a et peut-être un micro-baladeur, et ben, s'il y a des questions ou des réponses et des remarques, c'est le moment. Sinon, j'en ai noté 2-3 au passage que je pourrais poser aux intervenants. Il y a une question au deuxième rang. On n'entend pas la question en tout cas, hein, si elle est posée. Vous passez un micro. Parler de ces nouvelles ou futures On entend. directives au niveau plutôt européen. Qu'en est-il au niveau
normes internationales, si on peut dire, et par exemple l'implication de sociétés chinoises, indiennes sur leur reporting, notamment vis-à-vis de sous-traitants français européens. Oui, tout à fait. Alors donc, cette proposition législative qui est attendue là, le 15 février sur la gouvernance d'entreprises durables, elle vise également à faire un peu ce que vous avez ici avec le devoir de vigilance. C'est vraiment dans la chaîne de valeur. Donc on va voir jusqu'où ça va aller, mais donc il faut s'attendre à ce que ça ait des impacts, évidemment, sur les entreprises européennes qui auraient voilà, des fournisseurs dans d'autres parties du monde. Ça c'est sûr. Autrement, c'est vrai que l'Europe est allée assez à la pointe aujourd'hui pour essayer d'harmoniser en fait au niveau déjà de tous les pays européens toutes ces demandes. Mais c'est vrai que dans le monde, pour l'instant, il n'y a pas encore autant d'activités, mais de facto, il va y avoir un effet de boule de neige qui va faire que oui, ça va être soumis à des situations qui vont être assez... Et au sein de l'Europe, la France est en avance aussi. Oui. Donc, paradoxalement, il y aura un gap plus petit Totalement, à combler. Et c'est vrai que pour quand la on regarde France. toutes ces législations européennes qui vont arriver, en fait, elles se basent beaucoup sur ce qui a été fait ici en France. Donc, à la limite, vous avez de la chance parce que vous avez déjà, en tout cas, si vous êtes dans une entreprise qui doit faire ses reporting, vous avez déjà une habitude. L'objectif est vraiment de l'harmoniser au niveau européen, puisque les pays ne sont pas forcément avancés, notamment les pays de l'Europe de l'Est, qui ont quand même encore un grand chemin à parcourir. Voilà. Souligner. Il y avait une question là. Oui. Merci pour la présentation. J'avais 2 questions. Effectivement, la manière dont on traite aujourd'hui la DPEF, on a cette matrice de matérialité et cette double matérialité. Est-ce à dire que pour la partie risque financier, entre guillemets, business, il faut qu'on mute ou qu'on adopte aussi la double matérialité ou pas? Parce que ça sera un changement. Et ce que j'observe maintenant, puisque j'ai une partie de ma vie comme consultant et une autre comme risque manager, c'est qu'effectivement, on a tendance au sein de la DPEF à publier toutes les cartographies, les matérialités, etc., ce que généralement les risques managers ne font pas dans leur DEU national. Donc, vers quoi on tend et quand est-ce que vous pensez que les normes travaillées par les FRAC seront disponibles? Parce que si on doit déjà penser à la publication 2024, juin, normalement? Cette année. Hein. C'est en juin, de cette ça année. Bien accéléré. Oui, parce que ça a démarré là. Donc, et démarrer en UE, c'est souvent très long. Oui. Non, mais ils sont pressés et on a un président français qui est président de l'Europe et donc il va accélérer les choses. Il va être bon élève. Il y a quand même 27 pays, mais bon. Et Stéphanie, peut-être si tu veux répondre sur l'aspect publication concernant les risques autres que extra-financiers. Alors, moi, je me pose la même question que vous, madame. Effectivement, je pense qu'on aura aussi des évolutions sur ce qui nous est demandé par l'AMF sur la publication des principaux facteurs de risque. J'ai lu un certain article qui disent que l'AMF aussi s'alignera certainement avec ce qui nous est demandé en termes de reporting sur les risques. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour que je puisse répondre, mais chez nous, effectivement, on réfléchit à voir si on peut faire évoluer notre cartographie globale des risques et prendre en compte déjà le concept de double matérialité, pas seulement sur le risque climatique, mais sur d'autres risques sur lesquels c'est aussi possible d'avoir cette double matérialité, de regarder l'impact de l'entreprise et à la fois l'impact de l'écosystème sur l'entreprise ou l'environnement avec un grand E. Mais pour moi, c'est un petit peu encore trop tôt pour répondre, mais nous, on étudie toutes les pistes en interne. Je ne sais pas si Là, Philippe... c'est prévu dans les futurs rapports. Hein. Oui. C'est déjà... Au cœur de la CSRD, il y a le principe de double matérialité. Oui, mais pour le risque climatique et environnemental, il me semble que la question, c'était sur tous les risques de la cartographie. En fait, la partie risque, c'est outside in, comme on dit. C'est les risques du climat sur votre activité et ça, tout le monde en a. Oui. Je signale d'ailleurs, on sort un livre blanc aujourd'hui, qui est une contribution au marché chez Covea. On a calculé l'impact du dérèglement climatique sur nos principaux grands risques.
Alors sur nos bases de clients, donc les 11 millions de clients. Et typiquement, sur le risque inondation, c'est plus 130% dans les 30 ans qui viennent. Donc c'est inondation 1, sécheresse en 2. C'est marrant, hein, c'est à la fois inondation et sécheresse. Après, sur tempête et grêle, c'est beaucoup moins important comme changement, mais 130%, c'est colossal, quoi. Donc ça, c'est les risques du climat vers l'activité de chacun. Ça, c'est le risque. Et puis après, il y a l'impact positif, c'est ce que l'entreprise a comme influence sur le climat. Et donc là, ce qu'on nous demande, évidemment, c'est réduire cette influence sur le dérèglement climatique. Et donc là, ça veut dire concrètement, tout le monde va devoir publier sa stratégie bas carbone. Voilà. Compliqué, hein, si vous n'avez pas démarré le travail, vous pouvez y aller. Hein. Parce que dans 2024, alors c'est pas traduit comme ça, mais c'est quelles sont vos différentes sources d'émissions de carbone, quels sont vos objectifs de réduction, quels sont les projets qui concourent à l'atteinte de ces objectifs. Ça s'appelle une trajectoire bas carbone. Voilà. Donc c'est intégré. Et d'une manière générale, sur la communication sur les risques, hein, on a vu la tendance, comme tu l'évoquais, Stéphanie, s'accélérer avec le virage de l'AMF en 2019, où on a commencé par devoir faire figurer un niveau de sévérité sur chacun des facteurs de risque, hein, qu'ils soient financiers ou pas financiers. Et on peut penser que c'est un premier pas vers la publication un jour externe d'une cartographie. En tout cas, certaines entreprises ont déjà été plus loin que ce qu'exige l'AMF en publiant des niveaux de probabilité et d'impact. Et donc, quand on fait ça, on n'est pas loin de publier les éléments d'une cartographie. Donc, cette tendance qu'on observe à la fois sur le secteur, on va dire, extra-financier, on l'observe également sur l'ensemble des risques et la communication institutionnelle des entreprises. C'est bien le sens de tout ça. Hein. Ouais. L'idée, c'est le partage avec les parties prenantes intéressées sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, une autre question. Moi, je voudrais revenir sur votre dernière slide sur le reporting intégré, puisque je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Dans les dernières recommandations de l'AMF, je ne sais plus quelle année, en tout cas l'AMF a fait un point sur justement l'état d'avancement du marché sur les reportings intégrés. Non, la toute dernière. Disons qu'à terme, c'est certainement l'orientation effectivement qui sera prise, et on constate sur le marché que depuis 3-4 ans, il y a une multiplication assez importante des sociétés qui produisent des reportings intégrés. Donc selon vous, est-ce qu'il ne va pas justement y avoir un alignement assez rapide sur ce reporting-là, dans le sens où on fait vraiment le lien entre l'émission, la valeur, enfin voilà, la raison d'être de l'entreprise avec sa performance au travers vraiment d'une nouvelle approche du business model. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'on va rapidement, enfin, en tout cas, l'AMF ou le marché va rapidement demander à ce qu'on aille sur ce type de rapport qui va avoir le mérite quand même d'en faire tomber, par ailleurs, d'autres, hein, puisqu'on sait quand même qu'on est un peu en couche de millefeuille sur ce sujet-là. Donc, voilà, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Je crois qu'il y a 2 freins majeurs. Le premier, c'est la disponibilité des données. Donc, le rapidement modulo ces freins. Il y a beaucoup de données sur l'extra-financier qui ne sont pas du tout normées, qui ne sont même pas existantes aujourd'hui. Et donc, ça peut freiner ça. Donc, je pense qu'on va y aller, mais ça va se nourrir progressivement en fonction de la disponibilité des données qui elle-même sera progressive. Et puis le deuxième, c'est la capacité à les traiter. Donc, c'est dépendant aussi des ressources informatiques des uns et des autres. Je compléterai, enfin Stéphanie, si tu veux, je pense que sur un aspect risk management, les KPI freestyle qu'évoquait Xavier dans sa présentation, aujourd'hui, le reporting intégré, c'est un peu encore un document qui permet de vanter les mérites d'une entreprise et de voir ça sous un angle très favorable. Il faudrait arriver, et je pense que le mouvement va s'engager à la suite des tendances qu'on voit s'observer et qu'on a décrites dans la présentation. Je pense qu'à un moment donné, le reporting intégré va devenir encore plus normé qu'il n'est et encore plus auditable qu'il ne l'est aujourd'hui, et peut-être qu'à terme, il remplacera et le DU et l'actuel reporting intégré.
On peut imaginer qu'une fois que tout le parcours que Xavier a décrit dans une de ses dernières slides sera achevé, l'étape suivante, ce serait justement une normalisation du reporting avec des indicateurs qui seraient propres peut-être à chacun des secteurs, j'en sais rien, et d'autres qui seraient transverses à tous les secteurs. Mais on peut imaginer que ce besoin de comparabilité qui a aussi été évoqué dans la présentation se traduise par un reporting intégré un peu standardisé, en tout cas homogénéisé globalement pour toutes les entreprises et peut-être ensuite plus pointu sur activité par activité, secteur par secteur. Il y a toujours des délais entre la promulgation du règlement et puis la mise en application. La première année, ça sert à former les OTI. Hein. On fait de la prospective, mais je pense qu'on est, on a bien senti, j'imagine, au travers de notre présentation, qu'on est au début d'un voyage qui n'est pas terminé, et que ce voyage, je ne sais pas s'il se terminera un jour, mais c'est un voyage qui va nous emmener vers une information plus transparente qui permet aux parties prenantes intéressées par un des sujets de l'entreprise de comprendre et de faire des choix et d'agir. Je suis totalement en phase avec vous, d'autant plus qu'Orange, vous publiez vous-même un reporting intégré. Donc, effectivement, vous avez bien cette mesure-là. Ce que je veux dire, c'est que quand on observe un petit peu ce phénomène-là depuis plusieurs années et qu'on voit l'évolution de la réglementation, on voit bien que c'est deux sujets qui, au départ, étaient un petit peu parallélisés, qui convergent de plus en plus. Vous avez effectivement des groupes de travail qui sont... D'abord, il y a un cadre, il y a un cadre aussi, un cadre de référence pour le reporting intégré qui existe, qui est théorique, certes, mais qui existe. On voit qu'il y a quand même beaucoup de groupes de réflexion autour de la notion des capitaux, des 7 capitaux, etc. Et en parallèle, il y a la progression et l'augmentation de la réglementation sur les aspects extra-financiers. Et vous avez aussi le code ERM qui évolue en intégrant les notions de risque extra-financier. Donc on voit bien qu'à terme, il y a quand même une convergence et une ligne rouge. Alors moi, j'entends tout à fait le problème de données, mais qui existe dans n'importe quel référentiel. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il va y avoir à un moment donné un pas à franchir entre jusqu'où on va dans la publication d'une information extra-financière et financière, avec effectivement des documents de référence assez lourds, et puis un reporting intégré qu'il faut encadrer parce que vous avez du greenwashing, machin, enfin, on voit bien quand on analyse un peu ça, il y a de tout. Mais à mon avis, à un moment donné, il va y avoir un besoin de gain d'efficacité et un positionnement des autorités de contrôle pour savoir exactement ce qu'ils veulent voir dans ces rapports-là, voilà, pour éviter de produire un peu, se faire un peu plaisir en disant regardez, je sais bien valoriser ma raison d'être. Ouais, en gros, on a commencé en disant que le sujet extra-financier était un habitué des ateliers des rencontres. Je pense qu'il n'est pas prêt de disparaître et qu'on va en reparler dans des prochaines rencontres dans les années futures. C'est quasi certain avec les thèmes que vous évoquez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive à 12h45. Donc... Terminé, mais on peut prendre encore une question s'il y en a. Non, mais il n'y en a pas. Donc, on vous remercie chaleureusement de votre présence. Beaucoup. N'oubliez pas de faire l'évaluation. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous et bonnes rencontres. À bientôt. Merci Philippe. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Stéphanie.